Je ne crois pas qu'un régime démocratique qui donne le pouvoir au peuple puisse naître sous la menace d'un coup d'état militaire, et pourtant, c'est les conditions dans lesquelles est née la Constitution de 1958. Bonjour, je suis dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a quelques jours, le président de la République a voulu répondre à des critiques, que je trouve heureuses d'ailleurs, qui montent contre la Ve République, qui sont nées notamment à l'occasion du mouvement concernant les retraites, la réforme de la retraite à 64 ans, l'utilisation du 49.3 que nous avons dénoncé. Et il est apparu, aux yeux de millions de nos concitoyens, qu'il y a une constitution très particulière qui donne beaucoup de pouvoir au président de la République, qui permet d'écraser la représentation nationale. Et des critiques sont montées. Et le 8 mai, le président Macron a fait une déclaration qui se voulait une réponse aux critiques qui sont montées dans le pays, de plus en plus nombreuses, majoritaires, largement je pense, de la Ve République. Et il a dit cette phrase: la République française n'est par définition ni mauvaise ni néfaste, elle est nécessaire, vitale, juste. Oui, la République est nécessaire, vitale et juste. Mais on voit bien dans cette phrase que la République avec un R majuscule, certes, mais laquelle? Et si nous sommes en Ve République, c'est par définition qu'avant, il y a eu dans ces modes d'organisation, dans ces constitutions, d'autres républiques. Donc ce que nous critiquons, c'est la Ve République. Et ce que je vais essayer de vous résumer, évidemment, c'est les conditions de naissance de la Ve République, qui porte en elle-même, me semble-t-il, des traits autoritaires qu'on retrouve aujourd'hui. Étouffement du Parlement, pouvoir excessif sur le président de la République. Ça, c'est quelque chose qui est très singulier dans l'histoire de nos républiques et que nous devons critiquer. Et la Ve République, elle a une silhouette très particulière. Alors si j'ai tenu à faire ce petit message aujourd'hui, c'est que à l'occasion d'émissions de télé, vous l'avez peut-être vu, émissions de radio, souvent quand j'expliquais notre critique que nous portons de la Ve République, qui nous amène à mettre dans notre programme l'idée d'une 6e République, qui serait le fruit d'une assemblée constituante, j'ai souvent fait des rappels historiques sur les conditions dans lesquelles est née cette Ve République en 1958. Et j'ai reçu beaucoup de messages d'entre vous, peut-être, qui regardaient, en me disant, mais de quoi vous parlez? Parce que j'ai fait référence à certains événements, notamment une opération que je vais raconter, l'opération Résurrection, et les conditions de coup de force dans lesquelles cette Ve République est apparue. On est le 13 mai. J'ai choisi cette date volontairement parce qu'en quelque sorte, c'est un anniversaire d'un grand événement qui a lieu le 13 mai 1958. On est alors sous la 4e République, ça va se dérouler en Algérie, et qui entraîne une succession d'autres événements qui amènent à ce que le 1er juin 1958, le président de la 4e, René Coty, va rappeler en quelque sorte le général de Gaulle. Si on perd totalement la mémoire de cette succession d'événements, des choses assez exceptionnelles qui ont eu lieu, et du climat qu'il y avait, on ne comprend pas la nature, me semble-t-il, de la naissance de la Ve République et des traits qu'elle comporte aujourd'hui, des traits autoritaires, des traits qui se méfient du Parlement. Alors le 13 mai 1958, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, depuis 1954, il y a une crise qui s'appelle aujourd'hui la guerre d'Algérie, mais le colonialisme français est encore présent, en particulier en Algérie, avec cette dimension très particulière de ce qu'est l'Algérie. C'est pas considéré comme une colonie, ce sont des départements français. Il y a une présence depuis 1830, donc il y a une situation qui semble inconcevable pour beaucoup de gens que l'Algérie ne soit plus la France. Et pourtant, on le sait, sur 10 millions d'habitants, 9 millions de gens n'ont pas les mêmes droits que les autres et vont revendiquer leur indépendance. Beaucoup de soldats, un demi-million d'hommes, vont être rappelés, c'est la conscription, l'armée française envoie de la troupe, dans un premier temps pour du maintien de l'ordre. Donc il y a une situation qui ne se dénoue pas depuis 4 ans. La vie politique n'arrive pas à trouver une solution à ça, et beaucoup de forces en vérité ne sont pas favorables à l'indépendance de l'Algérie. Mais c'est une surenchère permanente, avec des ultras là-bas en Algérie, des ultras qui défendent le système colonial, qui sont violents, qui n'imaginent pas des réformes politiques possibles. Mais le 13 mai 1958, l'armée, de plus en plus, est en phase avec ceux qui, en vérité, ne conçoivent pas de solution politique qui pourrait évoluer vers l'indépendance. Et veulent, en vérité, qu'il y ait un gouvernement énergique qui se mette en place, et en particulier,
un gouvernement qui rappellerait à sa tête le général de Gaulle. Alors vous dites pourquoi rappeler à sa tête le général de Gaulle? C'est qu'en vérité le général de Gaulle, depuis 1946, il a quitté la vie politique, il a voulu un peu par cette mise à distance être rappelé, puis c'est pas venu, et même depuis 1953 il n'y a quasiment plus de parti en tant que tel gaulliste, ou très peu. C'est ce qu'on appelait sa traversée du désert. Mais en vérité, beaucoup de réseaux favorables au général de Gaulle œuvrent pour son retour. Et il va avoir toute une série de ramifications, d'influences qui amènent à ce que ces militaires d'Algérie, je vais citer des noms, le général Massu en particulier, qui lui est un gaulliste, il y a aussi le général Salan, qui lui est moins gaulliste, mais va favoriser, va souhaiter donc le retour du général de Gaulle. Alors qu'est-ce qui se passe le 13 mai 1958? C'est une journée insurrectionnelle. Et l'armée soutient et participe à une prise du pouvoir, la mise en place d'un comité de salut public qui rompt, ou du moins qui s'émancipe au pouvoir politique. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'armée française accepte, suite à des journées insurrectionnelles qui ont été bien souvent suscitées par les mêmes, mais avec des civils qui sont dans des situations quasi paramilitaires, qui ne veulent pas évidemment qu'on aille vers une quelconque indépendance de l'Algérie, qui veulent que l'armée ait plus de pouvoir, qui veulent que le gouvernement français réprime plus durement, etc., etc. L'idée de ce comité de salut public, c'est de faire la pression pour que le général de Gaulle revienne. En dehors de tout système d'élection démocratique, il doit revenir. Le général de Gaulle, c'est pas n'importe qui, évidemment. C'est celui qui a dirigé notamment la résistance française. Il jouit encore d'un prestige considérable, mais son étoile a pâli déjà. Il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas qu'il puisse rejouer un rôle. Il est un peu sorti du jeu, si je puis dire, mais ces réseaux gaullistes travaillent. Ils vont s'appuyer donc surtout ceux qui ne veulent pas entendre un quelconque mouvement d'indépendance en Algérie. Il va s'appuyer sur ces réseaux militaires qui veulent qu'il y ait des solutions encore plus énergiques qui soient données et qu'en quelque sorte le bavardage démocratique qui a lieu à l'Assemblée nationale doit cesser. Le général de Gaulle, lui, il joue malin, il se dissimule, il est plus ou moins présent. Mais il va commencer à prendre la parole, c'est le 19 mai 1958, 6 jours après ces journées insurrectionnelles, il y a une conférence de presse qui a lieu, ça s'appelle le Palais d'Orsay, où il prend la parole et il dit en quelque sorte qu'il est disponible, que s'il y avait une sorte de... Cela permettrait une sorte de résurrection, dit-il, si on le rappelait. C'est à cette occasion qu'il fait ce jeu de mots, il était habile, hein, et il dit pourquoi voulez-vous qu'à 69 ans, je crois, je commence une carrière de dictateur alors que j'ai libéré la France. Mais derrière, il y a tous ces réseaux qui continuent à pousser. À tel point même qu'il est prévu qu'il y ait une opération militaire qui prenne le contrôle du territoire de la métropole si le pouvoir politique, c'est René Coty, la 4ème République, et un nouveau gouvernement qui s'est mis en place d'ailleurs le 13 mai 1958, c'est la 4ème, c'est un peu compliqué. L'opération Résurrection, c'est ça dont je parle parfois à la télé. C'est une opération militaire. Le coup qui est prévu, c'est que si le pouvoir politique ne cède pas au retour du général de Gaulle, alors il y aura un putsch. Depuis le 2 décembre 1851, vous savez, c'est comme ça qu'est arrivé Louis-Napoléon Bonaparte, qui est devenu Napoléon III, c'est jamais arrivé dans la vie politique française. Que l'armée s'émancipe, l'armée veut imposer ses choix. Et René Coty va finir par céder. Mais avant ça, il y a même une situation où c'est le premier choc, le régiment premier choc de parachutistes qui prend le contrôle de la Corse. Il débarque le préfet de force. Ils vont prendre le contrôle des mairies. Il y a des mairies qui résistent. Je pense notamment à la mairie de Bastia, avec des militants SFIO, des responsables communistes qui ne veulent pas. On envoie Jules Mock, qui est le ministre de l'Intérieur, envoie les CRS qui manquent de s'affronter avec les paras. Et l'idée de l'opération, c'est d'aller plus loin, pas seulement prendre le contrôle de la Corse qui réussit, mais aussi de prendre le contrôle de la totalité du pays. Et sur la pression de ces événements, il va y avoir une situation où René Coty accepte le retour du général de Gaulle, qui lui veut dans un premier temps les pleins pouvoirs pendant 1 an, et va accepter que ce soit uniquement le retour des pleins pouvoirs pendant 6 mois. Et dans ces conditions de pression, de peur physique en vérité, de menace d'un coup d'état militaire, de menace d'intervention de troupes, dans le cadre de l'opération que je viens de citer, l'opération Résurrection, eh bien il y a le retour du général de Gaulle qui va mettre en place un régime très particulier, qui sera adopté après par référendum, cette constitution de 1958 qui, vous le savez, va en quelque sorte réduire les pouvoirs du Parlement par rapport à ce qu'il y avait sous la 4ème République et donner beaucoup plus de pouvoir au président de la République, même si à ce moment-là, il faudra attendre 1962, il n'y a pas d'élection du président au suffrage universel. Alors, bien sûr, dans un premier temps, c'est un tel chaos. Le 4 octobre 1958, il y a un référendum et 82% des Français adoptent cette nouvelle constitution. 4 ans plus tard, lorsqu'il s'agit de savoir si on doit élire le président de la République au suffrage universel, ils ne sont plus que 62%. Alors certes, il y a plein de gens,
Il y a une majorité qui est favorable à ce retour, mais les gens surtout en ont ras-le-bol de la crise algérienne. Je veux dire, on est dans une France qui a connu la Seconde Guerre mondiale et qui ne veut plus qu'il y ait de guerre. Et le général de Gaulle semble être celui qui va résoudre tout ça. Il profite de cette situation, mais il avance vers un régime très particulier, qui va amener d'ailleurs à ce qu'il y a des gens qui résistent. Je veux citer les noms, évidemment, Pierre Mendès France, François Mitterrand en particulier. Il y a aussi en 1962, suite à l'attentat du Petit Clamart, vous savez, le président de la République, le général de Gaulle avait failli être assassiné, et il profite des conditions un peu de l'émoi qui avait eu lieu pour dire maintenant il faut qu'il y ait élection au suffrage universel qui va renforcer encore plus les pouvoirs du président de la République, et bien entendu au détriment de ceux du Parlement. Et à l'époque, le président du Sénat, qui s'appelait Gaston Monnerville, était radicalement opposé à cette modification, comprenant bien ce que ça allait entraîner, qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire le déséquilibre de la vie politique, avec la concentration des pouvoirs sur un homme, et une forme de bonapartisme politique qui allait se mettre en place, d'un homme élu directement par le peuple, et qui allait être considéré comme ayant plus de légitimité que la représentation nationale. Et Gaston Monnerville avait dit de la réforme que nous connaissons aujourd'hui qu'elle était une forfaiture. Critiquer la Ve République, le fait qu'elle peut gouverner sans le peuple, contre le peuple. Critiquer aujourd'hui cet ultra-présidentialisme. Non seulement c'est juste et nécessaire pour le coup, mais c'est conforme à tous les débats qui ont eu lieu à l'époque, de grands républicains qui ont pris la parole pour dire attention, cette situation de coup de force, de menace militaire n'est pas conforme à l'idée que nous nous faisons de la République. La République, elle a été comment dirais-je, trempée dans tous ces événements historiques. La Deuxième République, elle est née en 48 et elle est morte après de ce coup d'État qui a eu lieu. Et pendant toute la Troisième République, on ne voulait pas d'un président de la République qui avait beaucoup de pouvoir, parce que le seul exemple qui avait eu lieu avec Louis-Napoléon Bonaparte était quelqu'un qui après avait fait un coup d'État et profité de l'aide de l'armée et s'était fait sacré empereur. On doit discuter de quel type de constitution on veut. Il suffit pas de dire le mot république. Laquelle, comment elle s'organise. Et on doit aussi avoir l'enseignement de l'histoire pour comprendre que la Ve République, elle est née dans un monde chaos, de quasi-guerre civile, une situation que les forces politiques n'arrivaient pas à dénouer, et que seul un personnage comme le général de Gaulle, aidé par des secteurs de l'armée qui étaient favorables à l'Algérie française, qui trahiront en quelque sorte par la suite, mais ça c'est l'habileté du personnage, il a pu revenir, et il l'a fait sous la menace d'un coup d'état militaire, sous la menace d'un coup de force. L'acte de naissance de quelque chose, des conditions de naissance d'une entité politique portent en elle-même souvent la nature même de cette entité politique. Je ne crois pas qu'un régime démocratique qui donne le pouvoir au peuple puisse naître sous la menace d'un coup d'état militaire, et pourtant c'est les conditions dans lesquelles est née la Constitution de 1958. Ne perdons pas la mémoire de cette histoire. J'évoquais tout à l'heure François Mitterrand, vous le savez, François Mitterrand bien sûr, après quand il a été élu président de la République, il n'a pas remis en cause ces institutions, mais pour autant il devient un personnage central de la vie politique, parce qu'en particulier en 1964, il écrit un ouvrage qui est un pamphlet contre la Ve République, le coup d'État permanent. Ça se disait, cet homme le disait, il était député, ministre. Pierre Mendès France avait des mots très justes. J'ai trouvé une citation dans un ouvrage très intéressant du journaliste Thomas Legrand, que vous écoutez peut-être sur France Inter, qui est un livre très intéressant, critique justement le présidentialisme. Choisir un homme, fût-il le meilleur, au lieu de choisir une politique, c'est abdiquer. Encourager la nation à croire que tout sera résolu par un homme, sans qu'elle intervienne elle-même, sans qu'elle choisisse et décide, c'est donner aux mauvais politiciens une chance inespérée. Pierre Mendès France. Il y avait donc des grandes consciences républicaines qui critiquaient la Ve République et qui disaient que c'était une mauvaise constitution. Être fidèle à la République, c'est porter ce combat. Je voulais citer aussi un ouvrage d'un journaliste Christophe Nick qui date il y a 10 ou 15 ans, je sais pas, mais l'opération Résurrection, vous voyez, c'est un pavé qui détaille tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les conditions dans lesquelles l'armée française s'émancipe du pouvoir politique, fait pression, exige même, organise avec des plans, avec des régiments qui ont prévu de prendre des positions stratégiques, en particulier à Paris, pour exiger le retour du général de Gaulle. Voilà. Et après, d'autres livres en particulier, certains de Michel Vinocq, sur la fin de la 4ème République, l'agonie de la 4ème République, tout ça est raconté. Je vous donne des livres d'histoire parce que lisez-les, c'est passionnant. Et étudier le passé, c'est mieux comprendre le présent. Voilà, salut, à bientôt.